Bonsoir à toutes et à tous. Le mur de la peur est tombé en Algérie. En ce moment même, des dizaines de milliers de manifestants défilent dans les rues d'Alger pour protester contre un nouveau mandat d'Abdelaziz Bouteflika, au pouvoir depuis 20 ans, mais invisible depuis son AVC en 2013. Alors la rue peut-elle faire tomber le pouvoir ? Sommes-nous en train d'assister à la chute historique du système Bouteflika, avec bien sûr des conséquences en France, tant nos deux pays sont liés par leur histoire. Emmanuel Macron affirme suivre de très près la situation sociale en Algérie. Le système Bouteflika peut-il tenir ? Quelles sont les alternatives ? Pourquoi la situation en Algérie inquiète-t-elle tant ? C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air que nous avons décidé d'intituler ce soir « Bouteflika, la révolte algérienne ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Christophe Barbier, éditorialiste à l'Express. Nous accueillons Kader Abderrahim, vous êtes professeur à Sciences Po, spécialiste du Maghreb et de l'islamisme, et vous venez de publier une géopolitique du Maroc chez Bibliomonde. Nous accueillons Meriem Amelal, vous êtes journaliste franco-algérienne à France 24 et vous présentez notamment le Journal de l'Afrique. Et puis enfin Jean-Dominique Mercier, journaliste à l'Opinion, spécialiste des questions de défense et de diplomatie, auteur de Macron Bonaparte aux éditions Stock. Christophe Barbier, est-ce qu'on est peut-être en train de vivre en ce moment la fin du système Bouteflika ? Tout dépend de ce qu'on appelle le système Bouteflika. Si c'est le magistère d'un homme décidant de tout pour son pays, c'est incontestable. Et on peut même considérer que ce magistère, il s'est terminé avec l'AVC de 2013. Si c'est le système avec un clan qui mélange le reliquat d'une famille politique issue de l'indépendance et puis des militaires, non. Ce système va encore s'accrocher. Et c'est parce qu'au sein de ce système qu'il y a des dissensions qu'ils n'ont pas été capables de proposer autre chose qu'un cinquième mandat qui visiblement est le mandat de trop. Quant à savoir si c'est la fin du système politique née de l'indépendance, trimballant des idéologies au départ très socialistes, marxistes même, et matinées d'autres idéologies au fur et à mesure des événements, notamment les événements tragiques de la lutte contre l'islamisme, sans doute non aussi. Mais peut-être que la nouvelle génération des Algériens va en décider autrement. Et qu'en même temps qu'on va assister tôt ou tard à la fin de l'homme Bouteflika et de son incarnation du pouvoir, on assistera à la fin des deux autres régimes. Et si tel est le cas, ça ne se fera pas sans soubresaut extrêmement grave. Kader Abderrahim, pour comprendre ce qui se passe, d'où vient-elle cette contestation ? Est-ce qu'elle émane des réseaux sociaux ? On a dit aussi qu'elle émanait des terrains de football et d'autres disent, on est le vendredi, qu'elle émane des mosquées. Je ne sais pas si elle émane des mosquées, mais ce qui est clair, c'est que ça a été la question du cinquième mandat et ce sur quoi se converge cette mobilisation. Les réseaux sociaux jouent un rôle indéniablement. Alors ça se fait de manière anonyme, donc cette mobilisation n'a pas de figure, n'a pas de leader. Les mots d'ordre sont assez simples pour le moment. Il faudra bien un moment que ça se structure, que ça s'organise pour pouvoir présenter un porte-parole ou des porte-paroles en vue éventuellement d'une négociation avec le régime. Sinon, il pourrait l'utiliser. Il pourrait l'utiliser pour dire « j'ai personne avec qui discuter ni négocier » et ce serait un peu la fin de la récréation pour utiliser une formule triviale. Vous parliez des mots d'ordre, quels sont-ils aujourd'hui ? Vous voyez, dégage par exemple, c'est les formules qu'on avait entendues en 2011 et puis cette question du cinquième mandat qui est vécue comme une humiliation collective. Comment un homme qui est de toute évidence empêché par la maladie depuis 2013, on ne l'a pas entendu parler en public depuis 2014. Peut-il imaginer, alors qu'il n'est plus en capacité d'assumer les charges de sa fonction, c'est quand même une fonction très lourde, comment peut-il imaginer briguer un cinquième mandat ? Les Algériens l'ont vécu de manière quand même assez humiliante. Nous méritons mieux qu'une marionnette pour nous diriger, c'est ça ? Une marionnette, c'est gentil, parce qu'on lit souvent que c'est une momie, absolument. Voilà. Donc on ne sait pas non plus très bien si c'est vraiment lui qui décide ou si c'est son entourage qui le pousse dans cette direction. D'ailleurs, Meriem Amelal, demain c'est son anniversaire, et je vais trahir un secret, vous disiez, s'il vit jusqu'à demain, il y a même des rumeurs qui disent, alors elles sont probablement fausses, mais enfin ça témoigne d'un climat, qui dit qu'il serait peut-être déjà mort. Oui, c'est des rumeurs, évidemment. Vous savez, l'Algérie, c'est un pays où il y a beaucoup de rumeurs aussi, il y a beaucoup de manipulations. Il faut toujours être très prudent avec ces rumeurs, mais beaucoup disent que finalement, la meilleure sortie pour le président Bouteflika, c'est de mourir et de ne pas avoir à se retirer de ce cinquième mandat. Ce sont des rumeurs, évidemment, mais pour revenir à cette génération et vous parliez de cette humiliation, déjà en 2012, lorsque je couvrais le cinquantenaire de l'indépendance pour France 24, j'avais discuté avec des jeunes, je leur ai posé la question, mais c'est quoi pour vous l'Algérie ? C'est une démocratie, c'est une dictature ? Et il y a un jeune qui m'a beaucoup marqué, il m'a dit c'est une nécrocratie.
c'est le terme qu'il avait employé, c'était en 2012. Avant l'AVC. Avant l'AVC. Et c'était l'année du dernier discours d'ailleurs du président Bouteflika, c'était le 8 mai pour 2012, pour la commémoration des massacres de Sétif, Guelma et Kharrata. À Sétif, il avait tenu un discours où il avait dit ma génération a fait son travail, c'est à la nouvelle génération de prendre le flambeau. Beaucoup pensaient qu'il allait se retirer, que le FLN allait se retirer. Et finalement, c'est le FLN qui a remporté les législatives cette année-là, qui a raflé les sièges au Parlement. Et ça avait beaucoup choqué, ça avait beaucoup déçu. Et c'est aussi ça qu'il faut... Ça fait des années que ça se prépare. C'est pas d'aujourd'hui. Et alors, vous avez des contacts, hein, vous, en Algérie, là-bas. Que vous disent-ils, les gens? Et qui sont ceux qui manifestent? Parce qu'on a des images on a l'impression de la bourgeoisie d'Alger qui manifeste. Hein. Non, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer ce mouvement. On a tous été surpris par ce mouvement. On ne savait pas comment... D'ailleurs, on m'a toujours dit, moi, depuis que je suis très jeune, j'ai grandi en Algérie, on m'a toujours dit, excusez l'expression, ça pètera en Algérie au moment où on s'attendra le moins. Ouais. On s'y attendra le moins. C'est le cas aujourd'hui. On est face à une génération qui n'a connu que Bouteflika. Ça se fait 20 ans qu'il est là. Voilà. Donc, Vous prenez ma génération, née en 79, 40 ans, on a connu 4 présidents. Et encore, le président Boumedienne est mort en 78, donc un an avant ma naissance, j'ai envie de dire. Donc, en 20 ans, j'ai connu 4 présidents, le président Chadli, le président Boudiaf, le président Zeroual et Bouteflika qui est arrivé en 99. Cette génération, qui a 20 ans, n'a connu que Bouteflika. Il faut préciser que la moitié de la population en Algérie a moins de 30 ans, donc est très jeune. 45% à moins de 25 ans. Voilà, donc 45% n'a pas connu les violences terroristes, 45% n'a pas été bercé par cette histoire de guerre d'indépendance, etc. C'est une génération qui ne rejette pas cette guerre d'indépendance, cette histoire qu'on raconte encore aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la visite d'Emmanuel Macron, interpellé par un jeune Algérien qui lui demande de se justifier sur la colonisation, et le président lui dit « mais vous n'étiez pas né », lui dit « oui, mais mes grands-parents m'ont raconté ». Donc c'est quand même, ça se transmet, mais en même temps, c'est une génération qui veut tourner la page. D'ailleurs, dans les manifestations, vous entendez des jeunes dire « ces héros de la guerre d'indépendance, Ali Lapointe, Al-Harbi Ben Mhidi, ils ont libéré la terre, mais pas le peuple. Nous, on veut libérer le peuple. » C'est ce qu'on dit dans les manifestations aujourd'hui. On veut tourner la page de la décolonisation, de l'indépendance. On veut tourner la page, on veut avancer. Vous souvenez-vous des manifestations du Printemps Noir en 2001 ? Il y avait ces banderoles de ces jeunes qui avaient écrit « Vous ne pouvez pas nous tuer, nous sommes déjà morts ». Aujourd'hui, on a complètement tourné la page de ça. Aujourd'hui, c'est « Dégager, on veut vivre ». C'est ça le message de cette... Mais de manière pacifique. Depuis ce matin, on ne reçoit que ça sur les réseaux sociaux. Pacifique, ne répondez pas à la provocation. Alors, Jean-Dominique Mercier, est-ce que c'est le mandat de trop pour Abdelaziz Bouteflika? Je pose ça parce que Ben Ali, mandat de trop, ça a été dégage. D'ailleurs, là, on vient de voir les mêmes slogans. Et puis Moubarak aussi, en Égypte, mandat de trop, dégage. C'est sûr que ça semble absurde, ce 5e mandat. On se dit, mais à quoi ils pensent de faire ça? Mais pourquoi ils le font? Parce qu'en fait, ils n'ont pas d'autre solution. Il faut bien comprendre que c'est une sorte de monarque constitutionnel, Abdelaziz Bouteflika. Il représente quelque chose. C'est la clé de voûte d'un système. Si on enlève la clé de voûte du système, comme on n'a pas trouvé une autre clé, comme le système n'a pas trouvé une autre clé de voûte pour tenir la voûte, il y a un risque d'effondrement. Donc, il est là. Alors, c'est pas n'importe qui, quand même, Bouteflika. C'est pas un petit dictateur du tiers-monde ridicule. C'est quand même un homme qui incarne quelque chose d'extrêmement important. Il n'y a pas un rejet de sa personne. Alors, ça dépend dans quelle tendance politique, mais quand même, c'est un homme important dans l'histoire d'Algérie contemporaine. D'abord, c'est un vieux monsieur, il aura 82 ans demain. Il a participé à la guerre d'Algérie contre la France. En 62, il était ministre, donc au moment où il a été ministre. Donc, il participe à la guerre. Il n'y en a plus beaucoup, quand même, des gens qui ont été très actifs. Ensuite, il a surtout été un très grand ministre des Affaires étrangères pendant les années 60 et les années 70, lorsque l'Algérie incarnait l'anti-impérialisme au niveau mondial. Donc ça a été une figure. Et puis, lorsqu'il arrive au pouvoir à la fin des années 90, c'est lui qui incarne le retour à la paix civile après la décennie noire. Donc c'est un homme important. Et l'homme de l'indépendance, c'est l'homme qui a amené la paix. L'homme de l'indépendance, l'homme du rayonnement anti-impérialiste de l'Algérie, et l'homme de la paix. Donc c'est pas n'importe qui. C'est pas un type qui s'accroche à son pouvoir. Ben Ali, c'était un dictateur
un flic devenu dictateur. C'est pas du tout la même chose. C'est pour ça que c'est compliqué. Parce que quand cette génération partira, c'est la fin. Or, tout le pouvoir algérien trouve sa légitimité dans l'indépendance, dans cette histoire. Et donc, si vous retirez ça, il faut retrouver une autre légitimité. Il y avait eu, on le verra, les gens qui ont essayé de retrouver la légitimité avec l'islam, l'islamisme, mais on a bien vu que ça n'avait pas très bien marché. Et donc, on est dans un moment extrêmement important pour ce pays. Voilà, mais comme disait Myriam Amellal, 45% de la population a moins de 25 ans, et cette génération, qui représente près de la moitié, n'a connu que quasiment. En fait, il incarne deux personnages différents. Pour l'ancienne génération, c'était le très jeune ministre des Affaires étrangères, il avait à peine 24 ans. Le héros, et là, et c'est pour les jeunes, vieux président sur son fauteuil roulant. Allez, on va aller faire un tour par Alger, puisque cet après-midi, ils étaient donc des dizaines de milliers à crier leur envie de changement. Une semaine que les manifestants défilent aussi dans plusieurs villes du pays pour réclamer le départ, donc on l'a dit, du président Bouteflika. Alors, qui sont-ils, ces manifestants? Peuvent-ils faire plier le régime? Élément de réponse avec Paul-Rémy Barjavel et Pierre-Jean Perrin. Des milliers de manifestants dans les rues d'Alger cet après-midi. L'une des rares images qui nous est parvenue. Dans le centre de la capitale algérienne, Internet a été coupé. Sur le site de ce média francophone, on peut malgré tout constater l'ampleur de la mobilisation dans plusieurs villes comme Boumerdès, Constantine ou Tizi Ouzou. Une contestation inédite contre Abdelaziz Bouteflika. Tout a commencé le 9 février dernier. J'ai l'honneur de vous dire que le Front de Libération Nationale a désigné le combattant Abdelaziz Bouteflika. La candidature pour un 5e mandat du président algérien au pouvoir depuis 1999 a déclenché la colère d'une partie des Algériens. Depuis une semaine, des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes du pays. En première ligne, les étudiants comme ici, devant l'université d'Alger. Non au 5e mandat. Nous sommes pour un changement de système, pour nos enfants et leur avenir. Et nous espérons que le pouvoir comprendra ça. Un ras-le-bol des jeunes qui se manifestent dans la rue, mais aussi sur les réseaux sociaux. Ce youtubeur très populaire en Algérie s'en prend au président Bouteflika. Sa vidéo a été vue plus de 2 millions de fois. En 2019, Monsieur le Président, no, you can't. Pendant ce temps, Abdelaziz Bouteflika est soigné dans un hôpital de Genève. À presque 82 ans, il souffre des séquelles d'un accident vasculaire cérébral depuis 2013. Ses apparitions publiques sont rarissimes. La dernière date de novembre 2018. Et depuis 4 ans, les Algériens n'ont pas entendu le son de sa voix. Il est évident que Bouteflika ne peut pas gérer, en tout cas pas comme il faudrait, les destinées de ce pays. Donc il y a autour de lui, notamment son frère Saïd, qui est en fait la courroie de transmission entre la présidence et le reste des institutions, le Premier ministre Ahmed Yahya, le parti, le FLN, mais personne ne s'attendait, et surtout pas eux, à ce qu'il y ait des mouvements d'une telle ampleur, puisque effectivement au printemps arabe il ne s'est rien passé. Un pouvoir surpris donc, et habitué à censurer. Pendant plusieurs jours, les médias publics algériens, mais également quelques télévisions privées ont passé les contestations sous silence. Hier, des journalistes se sont mobilisés contre les pressions dont ils font l'objet. Nous avons organisé un sit-in pacifique contre la pratique non constitutionnelle qui réprime la presse. Aujourd'hui, nous voulons une presse libre, nous voulons une presse qui retransmet la réalité telle qu'elle, que ce soit du pouvoir au peuple ou du peuple au pouvoir. Une dizaine d'entre eux ont été arrêtés, tous libérés quelques heures plus tard. Hier, le Premier ministre a mis en garde contre les conséquences de la contestation actuelle et brandit au Parlement le spectre de la guerre civile. Des manifestants heureux ont offert des roses aux policiers, grâce à Dieu. Mais rappelons-nous ensemble qu'en Syrie, ça a commencé aussi avec des roses. Des députés ont quitté l'hémicycle en signe de protestation. D'autres ont applaudi.
Pour le parti du président Bouteflika, pas question pour l'heure de renoncer à sa candidature. Elle sera déposée comme convenu dimanche, date limite pour se présenter à l'élection présidentielle en Algérie. Alors, question téléspectateur, une guerre civile en Algérie est-elle possible? Christophe Barbier. C'est un pays qui a déjà connu une guerre civile au moment des événements avec les islamistes. Une guerre civile qui avait commencé par l'annulation d'un processus électoral. Sinon, les islamistes arrivaient au pouvoir. Donc, on était dans un conflit de légitimité très fort. Et donc, on a préféré arrêter le processus démocratique plutôt que se retrouver en République islamiste. Le fils au pouvoir. Et honnêtement, on ne peut que s'en féliciter. Mais quel prix a payé l'Algérie 200 000 morts. Voilà, pour cette guerre-là, qui était une guerre civile. Certains vous diront que la guerre d'Algérie elle-même était une guerre civile, puisque tout cela, c'était des citoyens français avant l'indépendance. Mais c'est évidemment une relecture de l'histoire. Donc oui, il y a toujours possibilité d'une guerre civile. Mais dans ce cas-là, on a l'impression qu'il y aurait d'un côté un pouvoir qui a tous les moyens de répression, police et armée, et de l'autre des jeunes, des étudiants. Donc ça serait moins une guerre civile qu'une terrible répression. C'est ça qu'il faut craindre si les événements dégénéraient. Après, l'histoire apprend quand même au peuple et aux dirigeants. Donc on peut espérer qu'il y aura une issue pacifique et positive. Et il va de soi que ça ne peut passer que par un nouveau processus électoral à un moment ou à un autre. Si le président actuel se présente malgré tout et est réélu, il y a quand même peu de chances que ce 5e mandat aille à son terme. Ah oui. S'il disparaissait avant ou s'il était considéré comme étant empêché, est-ce qu'il y a dans la Constitution algérienne ce qu'il y a dans la Constitution française? Dans les 7 jours qui précèdent le dépôt des candidatures, ou bien avant le premier tour, ou bien avant le second tour, il est stipulé dans notre Constitution que si un candidat décède ou est empêché, par exemple kidnappé ou tombant dans le coma, etc., l'élection est reportée et on recommence le processus électoral à zéro. C'est peut-être ce qui pourrait arriver de mieux à cette démocratie, c'est d'avoir un processus électoral gelé et reporté. On pourrait avoir une surprise, par exemple, qu'il ne fasse pas acte de candidature avant dimanche, hein, parce que c'est dimanche la clôture. Dans cette nécrocratie, on retrouve des traits de la gérontocratie soviétique. Rappelez-vous Andropov, Tchernyenko, Brejnev qui s'agitaient comme des marionnettes à la tribune et qui étaient visiblement plus en état de diriger. Sauf qu'il n'y avait pas d'élection au suffrage universel là-bas. C'était le parti qui sélectionnait par filtre son chef. Donc on n'avait pas cette confrontation entre un peuple et des candidats. C'est ça qui crée la difficulté aujourd'hui. Et évidemment, il serait formidable, il serait sans doute très bien que ce processus électoral soit reporté avec un autre candidat. Mais le clan au pouvoir est-il capable de se mettre d'accord sur un héritier pour Bouteflika, qui présente les mêmes garanties en termes de sécurité intérieure et extérieure, et ça a quand même fait beaucoup pour l'autorité et la popularité de Bouteflika, et qui soit acceptable pour une nouvelle génération avec un nouveau pacte économique et social. Il faut le trouver. Hein. Myriam Amellal, on peut le trouver, il existe ce candidat de remplacement pour on a parlé de ce général Bouteflika. à la retraite qui est revenu, Ali Guédiri. On disait que c'était l'alternative, mais en fait, en réalité, les différents clans n'ont pas trouvé un candidat consensuel, et c'est pour ça qu'il y a 2 candidats. Il y a Bouteflika, il y a ce candidat Ali Guédiri. En revanche, pour revenir sur ce report possible de l'élection, ça a été envisagé. Il y a eu une grosse crise au mois d'octobre à l'Assemblée populaire nationale, à l'APN, qui a provoqué des rumeurs, encore une fois, qui disaient qu'on allait suspendre, à cause de cette crise constitutionnelle, l'élection présidentielle. On voulait changer de système parce que le système algérien est calqué sur le système français, avec si le président décède, c'est le président du Sénat qui prend le relais, etc. On veut passer un système américain avec un président et un vice-président qui représenteraient le pays du coup à l'étranger, puisque Bouteflika n'en est pas capable. On a beaucoup évoqué cette possibilité, on l'évoque encore parce que lorsque le président Bouteflika a annoncé officiellement sa candidature à travers un communiqué, il a parlé d'une espèce je me souviens plus du terme, de réunion, de consensus national pour parler de l'avenir, etc. Et on a évoqué justement cette modification, cette révision constitutionnelle. Et beaucoup pensent qu'on veut changer de système et avoir un vice-président. Question naïve, toute idiote. On peut imaginer qu'il ne soit pas élu, qu'il perde par les urnes? Non, il a été élu avec 85%. Les Algériens ne l'imaginent pas parce que. C'est-à-dire que les urnes, on les aide. Parce que qu'est-ce que disent les autorités, où Yahya, le Premier ministre Ahmadou Yahya et les autres disent si vous n'êtes pas d'accord avec ce 5e mandat, allez voter. Mais le problème, c'est que les Algériens ne croient pas en la transparence de ces élections. C'est pour ça qu'ils veulent empêcher ce 5e mandat avant ce dimanche, avant la date limite de dépôt de candidature. Et c'est pour ça qu'il y a eu un mot d'ordre aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Allez manifester, mobilisez-vous, sortez dans la rue en famille pour empêcher ce dépôt de candidature. C'est maintenant. Et bien sûr,
avec le terme pacifique. Silmiya, c'est le terme qui revient parce qu'on a peur d'un débordement. Et on a peur aussi, j'ajoute rapidement, un bis repetita. On a peur qu'il y ait un chaos, qu'on décrète l'état d'urgence, qu'on suspende le processus électoral et qu'on maintienne Bouteflika. Kader Abderrahim, quand on a entendu le Premier ministre dire agiter le menace d'une crise à la syrienne, dire attention. Vous avez vu en Syrie, au début ça a bien commencé, ça s'est terminé par une guerre civile. Oui, mais ça c'est un parallèle totalement anachronique. Les conditions politiques en Syrie et celles en Algérie n'ont rien à voir les unes aux autres. Même les sociétés sont très différentes. La société syrienne est une société très cosmopolite avec une importante minorité chrétienne qui a toujours joué un rôle à la fois sur le plan économique et politique. Les fondateurs, les théoriciens du baasisme en Syrie comme en Irak étaient des chrétiens. Mais l'idée, alors rien à pour voir. revenir à la question du téléspectateur, l'idée qu'il y a une guerre civile à la clé si le processus devait mal se passer, s'il devait y avoir une crise politique. On peut imaginer plein de choses. Je crois que quand on joue sur la peur, évidemment, c'est parce qu'on n'a plus aucun argument. Et vous remarquerez que ce soit le chef d'état-major ou bien le Premier ministre, on parle de sécurité, on parle de dérapage, on parle de violence. Ils n'ont pas de discours positif, ce qui prouve qu'ils sont à la fois enfermés dans leur tour et en même temps incapables d'entendre ce que leur dit leur population et la société. Donc il y a bien longtemps que cette rupture est devenue une fracture qui est ancienne, qui n'est pas nouvelle. Souvenons-nous de ce qui s'est passé en octobre 88, déjà des grandes mobilisations de la jeunesse qui avaient fait officiellement 500 morts, mais selon les organisations de droits de l'homme, plutôt plusieurs milliers. Et déjà, il y avait eu une rupture qui avait été consommée à ce moment-là, et l'armée était intervenue, mais on avait eu cette parenthèse démocratique. Mais ça s'est terminé par une guerre civile. Est-ce que le risque islamiste qui était à l'origine de cette guerre des années noires, des années 90, est toujours là? Non, la question de l'islam politique en Algérie aujourd'hui n'est plus une hypothèque et n'est plus une alternative politique. Pourquoi? Ce qui existe aujourd'hui en Algérie, c'est une forme de bigoterie. Ce n'est pas du tout la même chose. On n'a pas islamisé les consciences. Les Algériens sont des musulmans, clairement, culturellement et probablement aussi dans leur pratique. Mais il y a un conservatisme nouveau après cette décennie noire, parce que c'est une société quand même très, très conservatrice, très traditionnelle. Et l'islam au Maghreb est plutôt l'islam des confréries, un islam très traditionnel, que celui d'une idéologisation de la religion. On n'est pas là aujourd'hui. D'abord parce que les islamistes ont été intégrés au pouvoir. Bouteflika a eu cette habilité dans l'alliance présidentielle, donc un certain nombre d'entre eux ont été corrompus. Ensuite, ils sont discrédités pour avoir participé à ce à quoi on assiste aujourd'hui. Donc l'hypothèque en tant qu'islamiste, en tant qu'alternative politique, aujourd'hui ne pèse plus sur le pays. On peut imaginer que le gouvernement instrumentalise ce risque, comme l'avait fait Bachar el-Assad, dont on avait dit en son temps qu'il avait libéré 2-3 islamistes pour dire attention, vous avez vu ce qui vous attend si je ne suis plus au pouvoir. Il n'y en a plus aujourd'hui. Soit ils sont morts, soit ils sont en exil. D'accord. Donc la question ne se pose pas. En tout cas, il peut y avoir des dérapages et des provocations, mais la question islamiste en tant qu'alternative politique aujourd'hui, je pense que c'est une hypothèque qui est levée dans le contexte actuel. Jean-Dominique Merchet. Oui, je voudrais juste faire remarquer deux choses. Quand on voit ces images, on a l'impression de manifestations normales. C'est pas Paris tous les week-ends ou les grandes villes avec les gilets jaunes. C'est beaucoup plus calme. C'est beaucoup plus calme. Et pourtant, il y a beaucoup plus de monde. On parle de dizaines, de centaines de milliers de manifestants. C'est beaucoup moins violent. Ouais. On ne voit pas des bagarres, des tirs de grenades lacrymogènes partout. Enfin, c'est beaucoup plus tranquille. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a sans doute, espérons que nous ne serons pas démentis par les faits, une sorte de maturité dans la politique algérienne qui est apparue. Parce que, d'abord, c'est une génération nouvelle, on voit, ce sont des jeunes, ils n'ont pas envie d'aller... ce ne sont pas des émeutiers, ce sont des manifestants. Il y avait avant en Algérie des émeutes. Là, ce ne sont pas des émeutes, ce sont des manifestants. Et puis, une autre chose qui est très, très, très importante, je crois, dans la conscience, c'est un peuple qui est vacciné, qui a été vacciné par la décennie de la violence. Et comme au Liban, vous voyez, le Liban a eu 15 ans de guerre civile. L'Algérie a eu 10 ans de guerre civile. Ce sont tous les gens, y compris les gens qui sont au pouvoir, ne veulent pas revivre ça. Et donc, ça a transformé le pays, en fait. Alors, ça peut déraper, ça peut mal se passer. Mais aujourd'hui, je pense que nous ne sommes pas à la veille d'une guerre civile en Algérie. Et alors, à l'inverse, est-ce qu'on peut même imaginer que certains membres du pouvoir soutiennent tacitement ou même en douce ces mouvements de révolte en se disant il est temps
de changer. Et au fond, ce mouvement sympathique non violent, il faut l'encourager. Parce que sinon, qui avait dit cette image? C'est une cocotte minute qui finira tôt ou tard par exploser. Il y a certainement le clan qui était contre la candidature du président Bouteflika qui regarde ça avec beaucoup d'attention. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que comme ça a été dit, il y a une maturité chez cette nouvelle génération, une expérience qu'on a pris des anciens. On a peur de la manipulation, on fait très attention, on refuse d'être récupéré. Et ça, je pense que ça dépasse la classe politique. Ces manifestants ne veulent pas être récupérés. Et d'ailleurs, en parlant de ces manifestations pacifiques, il y a eu des rumeurs ce matin sur les réseaux sociaux. Il y a eu un enregistrement probablement faux qui a été publié entre un homme d'affaires, Haddad, et Abdelmalek Sellal, l'ancien Premier ministre, qui est aussi directeur de campagne de Bouteflika, qui disait entre autres en substance, on va payer des jeunes de Bab el-Oued pour casser et comme ça c'est pour décrédibiliser ce mouvement, on va les payer. Et les jeunes de Bab el-Oued ont répondu sur les réseaux sociaux, on ne nous achètera pas, c'est nous qui allons sécuriser. Et on a vu sur des images sur les réseaux sociaux des manifestants protéger la police pour éviter qu'il y ait des débordements et des affrontements. On veut que ça reste pacifique et on ne veut pas être récupéré et manipulé. L'information est-elle manipulée ou avec les réseaux sociaux, ça n'est plus possible maintenant, elle est forcée. On est à l'heure de la transparence totale. Il y a beaucoup de manipulations, il y a beaucoup de sites aussi qui appartiennent à des hommes d'affaires où on a des infos qui circulent. Il faut être hyper méfiant quand ça vient de l'Algérie. Mais avec les réseaux sociaux, on peut quand même avoir quelques infos. Bon, évidemment, en tant que journaliste... On a assez peu d'images quand même. Sur les réseaux sociaux, on a des images. En revanche, des médias, on n'en a pas. On a très peu d'images. Moi, j'ai appris que j'ai une amie qui est allée à Alger, on lui a confisqué son appareil photo à l'aéroport. Donc en ce moment, c'est très tendu. On est sur vraiment... Et comment se comporte, vous disiez, on voit des manifestants protéger la police, comment se comporte la police avec ces manifestations? Finalement, elle laisse faire avec une bienveillance un peu surprenante, non? Elle laisse faire avec une bienveillance surprenante et parfois suspecte, parce que les gens se disent, mais pourquoi... J'ai eu des amis qui m'ont dit, on se demande pourquoi ils ne nous ont pas réprimés. Alors, pourquoi? Vous avez une idée? Personnellement, j'ai pas vraiment de réponse, mais peut-être qu'ils ont reçu l'ordre aussi de ne pas réagir, de ne pas. Ils sont là pour exécuter les ordres. Il paraît assez clair qu'aujourd'hui, ce n'est pas le sens dans lequel veuille aller ce gouvernement, ce système politique. On attend de voir, et puis on va voir si cette mobilisation est capable de se structurer politiquement et de s'organiser. Et peut-être que les choses évolueront. Mais pour le moment, à ce stade, il n'y a pas de danger pour le régime. Je crois qu'il faut être très clair. Ils ne se sentent pas menacés par ces manifestations? Pas pour le moment, non, parce qu'il n'y a pas... On voit là, comment dire... En Algérie, cette expression... Et il dit, ça passera. Oui, et souvent cette expression, c'est un magma, c'est une foule. Donc tant qu'on n'a pas d'interlocuteur et tant qu'il n'y a pas de discours cohérent qui est capable de relayer des revendications, ça ne représente aucun danger. La seule hypothèque en réalité pour le moment, c'est Bouteflika. Est-ce qu'il va sortir de l'hôpital? Est-ce qu'il pourra se présenter dimanche pour déposer personnellement, parce que la loi est très stricte là-dessus, son dossier de candidature? Et si on appliquait la loi, l'article 88 de la Constitution est très clair. Empêchement, maladie ou cas grave. Il aurait en principe pas pu et pas dû se présenter. Or, on voit bien que l'Algérie n'est pas un État de droit. Juste une petite précision, il y a tout de même un mouvement qu'il faut surveiller de très près, c'est le mouvement Mouatana, avec à sa tête plusieurs personnalités, notamment la juriste Zoubida Assoul, qui est un petit peu le relais, je dirais, de cette organisation qui milite depuis 1 an contre le 5e mandat du président Bouteflika, même si c'est vrai qu'il n'y a pas d'opposition et qu'il n'y a pas pour l'instant de... Alors, en tous les cas, ces manifestations préoccupent bien au-delà des frontières du pays. À l'Élysée, notamment, Emmanuel Macron suivrait avec une grande attention la situation, car les conséquences pourraient être nombreuses pour la France, où vit, on le sait, une importante communauté algérienne. Les explications de Mathieu Lignot et Diane Cacciarella. C'est dans cette arrière-salle d'un café parisien que l'opposition à Bouteflika s'organise. Mardi soir, ce comité prévoit la manifestation de dimanche prochain à Paris. Est-ce que vous êtes d'accord pour des banderoles pro-démocratie, pro-changement de régime complètement? Oui, absolument. Alors là, dans l'intégralité. Ces Algériens installés en France ou franco-algériens sont membres de partis politiques ou d'associations. Et même s'ils sont à des milliers de kilomètres de leur patrie, ils s'inquiètent.
C'est le cœur, c'est les tripes qui parlent, c'est pas commandé, quoi. On a nos familles qui sont en Algérie, on a nos amis, on y va tout le temps, nos amis, nos familles viennent nous voir. Donc on est en résonance avec ce qui se passe de l'autre côté. Dimanche prochain, ils espèrent faire mieux que la semaine dernière, car ces militants en sont persuadés, ils ont un rôle à jouer. L'histoire de l'Algérie a été toujours marquée par une mobilisation de la diaspora, particulièrement en France. L'histoire du nationalisme algérien a commencé ici en France, elle est née ici en France. Et donc en fait, tous les combats en Algérie, en fait, ils ont toujours eu leur naissance en fait ici en France. Nous, notre objectif principal, c'est évidemment d'éveiller une certaine conscience chez les Algériens de France, parce que c'est eux qui peuvent créer en fait l'élément déclencheur en fait. En forçant les institutions françaises à arrêter leur collaboration avec un gouvernement mafieux. Mais du côté du gouvernement français, on avance prudemment. L'Élysée est inquiet au sujet des manifestations algériennes. Cette semaine, Benjamin Griveaux affiche une neutralité toute diplomatique. Nous formons le vœu que cette élection donne à l'Algérie l'impulsion nécessaire pour faire face aux défis qui sont les siens et pour répondre aux aspirations profondes de sa population. Hors de question de prendre parti pour ou contre Bouteflika. Un mot mal placé pourrait être très mal perçu, car Algérie et France ont un lien étroit à cause de l'histoire. En 2017, Emmanuel Macron, en visite dans le pays, l'a bien compris. Il est interpellé sur la colonisation. On a cette histoire entre nous, mais moi j'en suis pas prisonnier. Mais vous avez quel âge ? Mais vous avez jamais connu la colonisation. Qu'est-ce que vous venez m'embrouiller avec ça ? Vous, votre génération, elle doit regarder l'avenir. La jeunesse de moins de 25 ans représente près de la moitié de la population algérienne. Une jeunesse avec des envies d'avenir meilleur et parfois d'émigration vers la France. J'ai vu ce matin trop de jeunes qui m'ont simplement demandé un visa. Un visa, ce n'est pas un projet de vie. Un projet de vie, c'est d'avoir une formation, d'essayer d'avoir un travail, de réussir sa vie, d'avoir une famille. L'Élysée aurait peur que l'immigration algérienne augmente si des violences éclatent. Car l'Hexagone est une terre d'accueil privilégiée. Binationaux, immigrés, descendants d'immigrés, il serait entre 900 000 et 5 millions d'habitants en France. Un chiffre difficile à préciser. Pour cet historien, la prudence du chef de l'État s'explique par plusieurs facteurs. Le président de la République est confronté à une sorte d'équation impossible entre, d'une part, être dans un mouvement démocratique de soutien à la jeunesse algérienne, qui serait peut-être sa tentation naturelle, mais en même temps, vous voyez, mais en même temps, il y a le problème, non pas de la question simplement migratoire, qui est souvent invoquée comme un épouvantail, mais surtout la question du terrorisme. Car l'Algérie est un acteur clé dans la sécurité régionale. Sa frontière sud fait plus de 2700 km de long, entre la Mauritanie, le Mali et le Niger, des pays où sont implantées des bases militaires françaises. Dans la région, les troupes mènent l'opération Barkhane contre les djihadistes du Sahel. Enjeu militaire et aussi économique, car le pays détient des ressources stratégiques, pétrole et gaz. 10% du gaz importé en France vient de l'Algérie. Alors une déstabilisation du pays pourrait entraîner une flambée des prix. Alors, question téléspectateur, quelles pourraient être pour la France les conséquences d'une déstabilisation de l'Algérie ? Christophe Barbier. Elle serait énorme. D'abord, elle serait, si ça tournait vraiment très mal, d'abord humanitaire. Il y a une communauté algérienne et franco-algérienne très importante en France, dont la famille est en partie là-bas. Imaginez qu'il y ait des massacres, des disparitions, que les communications soient coupées. Imaginez un scénario à la syrienne, ça serait évidemment tragique. Et la France ne pourrait pas rester indifférente. Que pourrait-on faire pour exfiltrer des gens dont la famille serait ici ? Qu'est-ce que l'opinion accepterait s'il devait y avoir demain, je mets beaucoup de guillemets, des boat people traversant la Méditerranée? Alors ça, c'est le scénario le plus noir. Si c'était une simple déstabilisation, on voit bien que la déstabilisation ça aurait des conséquences économiques. S'il faut remplacer les 10% de gaz algérien par 10% de gaz russe, ça va un peu changer notre rapport de force avec Vladimir Poutine. Il y a évidemment beaucoup de commerce entre les deux pays, beaucoup d'échanges. Et puis il y a cette zone sud où en effet nous avons des troupes militaires qui combattent les islamistes dans les pays frontaliers de l'Algérie. Puis il y a une frontière algéro-libyenne. On voit bien comment la porosité de cette zone-là, il suffit de la survoler en avion pour voir que ce n'est pas un endroit facile à contrôler. Cette porosité-là pourrait se faire au détriment des intérêts de la France. Que pourrait faire aujourd'hui AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, si
l'armée algérienne était appelée à remonter au nord, faire rétablir l'ordre ou participer à un processus chaotique politique et ne pouvait plus s'occuper un peu du sud. Ça pourrait être extrêmement compliqué et la France serait là pour en payer les conséquences. En revanche, on ne peut pas intervenir. La France ne peut pas se permettre ni de peser politiquement au-delà de conseils et d'influences, ni évidemment de peser militairement. Il y a encore quelques semaines, la France a aidé le régime tchadien à se défaire d'une colonne de rebelles qui pouvait menacer le régime en place. Ça, on ne pourrait évidemment absolument pas le faire, ni pour ni contre le régime en place à Alger. Rappelez-vous ce que ça a coûté à Michel Alliot-Marie d'avoir donné l'impression au début du processus du printemps arabe, donné l'impression d'être plutôt du côté de Ben Ali, dans une prise de parole à l'Assemblée nationale qui lui a coûté sa place et sa carrière. Jean-Dominique Merchet, comment Emmanuel Macron apprécie-t-il ce dossier? D'abord, est-ce qu'il maîtrise bien cette question algérienne ou est-ce qu'il est novice? Est-ce qu'il marche sur des œufs en disant il n'y a que des coups à prendre, si je dis quelque chose, je vais me faire taper dessus, d'ailleurs si je dis rien aussi? Oui, non, c'est pas du tout un spécialiste de ces questions. Je veux dire, une carrière de banquier, de haut fonctionnaire dans la finance, et là, il découvre un peu. Bon, il est président de la République, donc ça aide. Il a des conseillers. Il a fait revenir en urgence mercredi l'ambassadeur de France, Xavier Driancourt, à Paris pour parler de tout ça. Enfin bref, c'est effectivement non. Écoutez, l'approche, elle est double. Fondamentalement, la France a un regard sécuritaire sur ce qui se passe en Algérie. C'est-à-dire qu'on se dit, on ne veut pas de terrorisme, on ne veut pas de déstabilisation, on ne veut pas d'immigration, on ne veut pas... Un rapport sécuritaire. Et puis, il y a une équation un peu compliquée. C'est le fait que nos deux pays sont entremêlés, le passé de nos deux pays est extrêmement entremêlé et ça reste des sujets de politique intérieure. Le rapport, politique intérieure. Bien sûr, la manière dont la France parle de l'Algérie, c'est un débat de politique intérieure. Souvenez-vous, quand Emmanuel Macron, en campagne, va en Algérie et dit il y a eu des crimes contre l'humanité dans la colonisation. Immédiatement, ça a suscité des polémiques à n'en plus finir. Ça a fait baisser dans les sondages, d'ailleurs. Donc, quoi qu'un homme politique français dise sur l'Algérie aujourd'hui, c'est un sujet de politique intérieure et de polémique à n'en plus finir. Qu'on soit pour, qu'on soit contre, qu'on soit... Voilà. Donc, c'est effectivement... Mieux vaut ne pas en parler. Un de mes amis diplomates me disait en début de semaine, il disait, écoute, on la ferme et on serre tellement les fesses qu'on en casserait des noisettes. Voilà. Donc c'est exactement ça. On ne dit rien et on a peur. Kader Abderrahim, quel est l'horizon pour la jeunesse nombreuse en Algérie, puisque 45% de la population, vous le disiez, a moins de 25 ans. Elle sent qu'elle n'a pas d'horizon, malheureusement, en Algérie, et donc elle réclame, quand le président était en visite en Algérie, on lui réclamait des visas. Elle veut des visas, elle veut aller en France. Elle est comme toutes les jeunesses du monde, elle imagine une perspective et un avenir qui soit un peu moins sombre que celui que lui propose le régime actuel. Le régime en Algérie, c'est quand même Jurassic Park. Quand on voit la moyenne d'âge des dirigeants par rapport à la population et tous les chiffres qu'on a évoqués depuis le début de cette émission, il y a une fracture qui est terrible. Et d'ailleurs, ils ne se comprennent pas. C'est assez frappant. Moi, je vais très souvent au Maroc et quand on est avec des dirigeants marocains, ils disent la même chose. Ils disent on ne se comprend pas. Il n'y a pas juste un effet générationnel, c'est que c'est une génération qui est restée au Maroc, qui figée. Ne comprend pas avec qui? La génération qui gouverne au Maroc ne comprend pas celle qui gouverne en Algérie parce qu'ils sont restés figés dans des idéologies qui datent de la guerre froide, pour faire un peu rapide et un peu court. Donc je ne crois pas du tout à cette idée. Ça fait 40 ans qu'on parle de ça quand même. En octobre 88, on avait dit, là aussi, ça avait été quand même tragique. L'armée avait réprimé de manière extrêmement brutale. Il y avait eu déjà un état d'urgence et l'état de siège dans la capitale. Et on avait déjà dit, on va avoir une migration massive. Dans les années 90, guerre terrible, guerre fratricide, que moi je ne qualifie pas de civile, mais plutôt de guerre contre les civils. On avait dit il y aura une immigration massive. C'est pas ce à quoi on a assisté. Et aujourd'hui, je ne vois pas ce processus du tout enclenché. Au contraire, si les Algériens se mobilisent, c'est parce qu'ils veulent un avenir chez eux. Je me permets de Boualem Sensal, l'écrivain, ce matin dans le Figaro, qui dit durant les années 90, durant les années noires, il y a eu un afflux d'immigrés en France, je le cite, légaux et clandestins, dont nombre d'islamistes, implantation d'un islamisme ultra-militant dans les banlieues.
Écoutez, il moi, dit ça ce matin dans le Figaro. Oui, je connais bien Boualem, je ne partage pas toujours tout ce qu'il peut dire. En réalité, la question à laquelle nous sommes confrontés en France n'a rien à voir avec la situation à laquelle on assiste en Algérie. Je veux dire, il ne faut pas comparer ce qui se passe pour des raisons qui sont majoritairement sociales dans nos banlieues ou dans certains quartiers qui se paupérisent par rapport à la situation en Algérie. Ou alors, ce serait tragique de faire ce genre de parallèle. En France, on est quand même dans un état de droit et une démocratie où chacun peut s'exprimer, ce qui n'est pas tout à fait le cas en Algérie. Nous sommes au moins d'accord là-dessus. Et donc, comparer le développement du salafisme en France et ce à quoi on a assisté dans les années 90 en Algérie n'a rien à voir. Il y a des contingences diplomatiques. Il y a des contingences diplomatiques en France auxquelles on n'a pas, des contradictions dont on n'a pas pu sortir. C'est quand même l'Arabie Saoudite qui, depuis 40 ans aujourd'hui, finance le développement de ce salafisme en Europe et singulièrement en France, parce que c'est le sujet qui nous intéresse ce soir. Myriam Ahmed-Elal, vous disiez la génération qui a moins de 25 ans aujourd'hui n'a connu que Bouteflika. Comment voit-elle la France Moi, j'ai été frappé, YouTube, le slogan était en anglais là, de ce jeune-là. Oui, c'était Can do it, Bouteflika. On a l'impression qu'elle est plus tournée aujourd'hui, comme toutes les jeunesses du monde, vers l'Amérique que vers la France. Oui, parce qu'il faut noter aussi qu'il y a de moins en moins de visas pour la France, notamment cette année. Moi, je connais plein de gens qui avaient des visas de 2 ans qui ont eu un refus catégorique, notamment des médecins qui avaient fait une demande de visa pour un congrès en France, à Paris, qui se sont vus refuser le visa. Ça a été un phénomène cette année. Beaucoup de gens se sont posé la question pourquoi on nous refuse les visas. Je pense que cette révolte a été pressentie aussi. On préfère ne pas donner de visa de 2 ans de visa à des personnes qui seraient susceptibles de rester aussi. Mais il y a aussi cette nouvelle génération qui part au Canada, qui part aux États-Unis et qui se dit il y a beaucoup de gens qui prennent des cours d'anglais aussi, qui se disent bon, c'est bien de parler français, mais il faut aussi parler anglais pour avoir d'autres perspectives, pour pouvoir avoir d'autres possibilités, parce qu'on vient vers la France, parce que c'est pas loin, parce qu'il y a une histoire en commun, mais aussi parce qu'on parle français. Et il y a aussi peut-être que cette nouvelle génération ne regarde pas forcément du côté de la France. Même si elle regarde du côté de la France, elle regarde aussi à côté. Cette génération aussi, ce qu'il faut dire, c'est qu'elle n'a pas vécu la violence terroriste, mais elle a vécu la violence économique et sociale. C'est une autre forme de violence. Comme elle n'a pas vécu la violence terroriste, du coup, elle a peut-être envie d'en découdre avec ce pouvoir en place. C'est ça, c'est absolument ça. Tout en gardant l'expérience des anciens qui racontent. Oui. C'est parce que ça a été terrible. Ça a été doublement traumatique. Ça a été très violent. On se rappelle des massacres de Bentalha, de Raïs. C'était les années 90. Les années 90. Quand on a 20 ans, on ne l'a pas connu. Ça a été aussi traumatisant parce que c'était une guerre qui ne disait pas son nom. Vous dites guerre contre les civils. C'est comme ça qu'on dit en Algérie. On n'aime pas parler de guerre civile parce qu'effectivement, c'était pas une guerre civile. Mais ça a été traumatisant. Moi, je me souviens avoir parlé à une vieille dame il y a très longtemps, dans les années 90, pour lui demander ce qu'elle pensait. Moi, à l'époque, j'avais 15 ans, ce qu'elle pensait du terrorisme. Et elle m'a regardée, elle m'a dit pourquoi les Français sont revenus. Pour elle, ce n'était pas possible. S'il y avait une guerre, c'est qu'il y avait une colonisation. Chaque génération son logiciel. Voilà. Et cette nouvelle génération, elle a un autre logiciel et je pense qu'il faudra regarder de très près comment elle va mener cette... D'ailleurs, on ne parle pas de printemps arabe, on ne parle pas de révolte, mais de révolution algérienne. C'est très intéressant parce que quand ma génération parle de révolution algérienne, on parle de la guerre d'indépendance. Là, pour parler de ces manifestations, on parle de révolution algérienne. C'est assez intéressant. Christophe Barbier, juste, je voudrais faire que vous fassiez l'exégèse des propos de Benjamin Griveaux. Parce que quand même, il a dit, porte-parole du gouvernement, c'est au peuple algérien et à lui seul qu'il revient de choisir ses dirigeants. Il donne quand même l'impression, avec cette phrase, de soutenir la jeunesse qui manifeste. Non ? Oui, il soutient plutôt la démocratie, l'idée de démocratie. Vous pouvez remplacer algérien par suisse, nigérian ou canadien et la phrase est valable. Hein. D'accord. C'est une phrase d'une banalité, il faut rien chercher derrière. C'est une langue de bois diplomatique parfaite où l'on fait la part des choses entre la non-ingérence, on ne se mêle pas des affaires politiques d'un pays ami, surtout vu l'histoire compliquée qui est la nôtre. On a l'impression qu'on se mêle plus du Venezuela que de l'Algérie. Voilà, exactement, c'est ça qui est bizarre. Exactement. Les propos de Macron sur le putsch, si j'ose dire, en tout cas la rivalité de pouvoir au Venezuela, ont été plus clairs et plus ingérants que ce qu'il a pu dire là. Parce que c'est beaucoup plus compliqué et délicat de parler de l'Algérie et sur l'Algérie en France que de parler du Venezuela. On n'a pas exactement la même histoire avec le Venezuela. Néanmoins, Macron n'a pas fait que parler à travers Griveaux en utilisant la langue de bois. Il a fait revenir l'ambassadeur.
Pas parce qu'il est inquiet ou parce qu'il s'agissait de se Pour bien fâcher avec comprendre. le gouvernement algérien, mais pour qu'en tête-à-tête avec le ministre des Affaires étrangères, à l'Élysée, on soit au clair et au net. Alors certains disent, oui, c'est parce qu'au téléphone, on craint toujours les écoutes. Moi, je pense qu'il y avait un peu plus. C'était pour montrer l'inquiétude du pouvoir français et la nécessité, dans un bureau, de manière très confidentielle, d'arrêter une stratégie au cas où ça marche, au cas où ça tourne mal. Et donc là, c'est quand même un signe d'abord d'inquiétude de la part du pouvoir français et un signe d'attention. Malgré l'emploi du temps extrêmement chargé de Macron en ce moment pour des raisons internes à la France, les Gilets jaunes, il a pris le temps de téléphoner à l'ambassadeur, de lui demander de revenir et de piloter cette réflexion. Donc ça, c'est quand même un signe fort. Alors, on l'a dit tout à l'heure, pour de nombreux Algériens, le président Bouteflika reste encore et toujours l'homme qui a mis un terme à la décennie noire des années 90, des années marquées par des massacres et les répressions sanglantes. La guerre civile née de l'insurrection islamiste a tué des dizaines de milliers de personnes. Retour sur ces années noires qui ont traumatisé tout un pays. Myriam Zéhar et Pierre-Jean Perrin. C'est bien dans cette rue particulièrement passante de la capitale que plusieurs dizaines de personnes ont été fauchées par la mort. Alger, au cœur des années de plomb. Une période marquée par une extrême violence. 10 ans de guerre entre les islamistes et le gouvernement algérien. Un conflit qui débute en 1992. Cette année-là, l'annulation des élections législatives jette les partisans du fils, le Front islamique du salut, dans la rue. Les généraux de l'armée craignent de voir le parti prendre le pouvoir. Ils décident de l'interdire. Il n'y aura jamais de guerre civile en Algérie. Parce que nous avons une religion qui nous interdit de nous entretuer. Et pourtant, en ce début des années 90, l'affrontement entre militaires et des groupes armés comme le GIA éclate et s'avère vite sanglant. L'écrivain Anouar Ben Malek se souvient bien de ces années-là. Un sujet sensible encore aujourd'hui. Officiellement d'ailleurs, en Algérie, vous n'avez pas le droit de rappeler les exactions dont ont pu être coupables certaines personnes. C'est un sujet tabou. Ah, c'est un sujet tabou. Non, c'est pas seulement tabou. Il est illégal d'en parler. À l'époque, il vit à Alger. Jeune universitaire, il devient, comme beaucoup d'intellectuels et de journalistes, l'une des cibles privilégiées des islamistes. L'un de ses amis écrivains sera d'ailleurs assassiné. Vous savez, vous sortiez de la maison, vous trouviez des têtes coupées. Je veux dire, c'est 200 000 morts, c'est 200 000, c'est 1, 2, jusqu'à 100 000. Et là, vous vous rendez compte, comme on disait à l'époque, que si vous mourrez, il n'y a que votre mère qui va vous pleurer. Cette terreur ne tarde pas à toucher toute la population. Prise en tenaille, une violence qui atteint son paroxysme en 1997. Dans les villages, les massacres se succèdent et n'épargnent personne. Comme ici au sud d'Alger, ce jour-là, 93 personnes sont tuées, dont 43 femmes et enfants. Un quotidien que connaît Ghenima Amour, à l'époque jeune cadre de l'administration en Algérie. Il y avait des attentats tous les jours, si ce n'est plusieurs. On sortait le matin pour aller au travail et on ne savait pas si on allait revenir le soir, si on n'allait pas exploser avec une bombe ou être dans une fusillade, même si on n'avait aucun parti pris. La majeure partie des Algériens, au départ, étaient dans l'expectative. Un climat qui a convaincu Ghenima de partir au début des années 2000 en France. Tout comme Anouar Ben Malek. Lui a été contraint de s'exiler bien plus tôt, fatigué de devoir se cacher dans son propre pays, incapable de le protéger. Il y avait un marteau. Il y avait un marteau, on se dit, si on entend un porte-tapée, je prends le marteau, mais qu'est-ce que vous pouvez faire quand quelqu'un qui a une mitraillette devant vous? Rien, je veux dire. Non, on était démunis, mais totalement démunis. Et en même temps, on n'avait pas envie de se battre les uns les autres. Nous, on se battait par la parole, par l'écrit. On se trouvait dans une situation étrange où votre ennemi pouvait être votre voisin. Pendant cette période trouble, des étrangers aussi ont été tués en Algérie. En 1996, l'assassinat des 7 moines français de Tibérine finira de choquer l'opinion publique internationale. Cette guerre ne se termine définitivement qu'au début des années 2000,
après l'élection en 1999 d'Abdelaziz Bouteflika et la loi de concorde civile qui accorde l'amnistie aux islamistes armés. Une réconciliation forcée qui passe sous silence le traumatisme des Algériens. Le sacrifice de toutes ces personnes a été trahi. Ils se sont sentis pas protégés du tout. Ils se sont sentis abandonnés. Avec une loi qui pardonne aux ex-assassins, c'est pas facile. Comment vous voulez parler? Ces années noires algériennes auraient fait entre 100 000 et 200 000 morts. Aujourd'hui encore, il reste très difficile pour les familles de victimes de réclamer justice. Kader Abderrahim, que sont-ils devenus, là, tous ces islamistes qui étaient à l'origine de ces années noires, de ces attentats sanglants? Soit ils sont morts, soit ils sont en exil pour ceux qui ont pris les armes, soit ceux qui ont constitué le gros des troupes du Front islamique du salut sont entrés dans le rang, font du commerce, essaient de survivre comme tous les Algériens. Ils ont renoncé pour une grande partie d'entre eux à la politique. Mais les cadres sont soit morts, soit en exil, et certains d'entre eux ont pu rentrer en Algérie après 2001 et le référendum sur la concorde nationale, mais globalement aujourd'hui, il ne reste pas de troupes qui soient aujourd'hui en capacité de se mobiliser pour incarner une opposition au régime. Cette question-là, vraiment, je pense qu'elle est tranchée. Ça ne signifie pas que la question est réglée sur le plan politique ou social. Ça peut se reposer sous d'autres formes, mais telle qu'on l'a connue dans les années 90 en Algérie, c'est une question qui est réglée aujourd'hui. Tant Christophe Barbier, les islamistes ont failli arriver au pouvoir par des voies légales. Enfin, rappelez-nous, c'était dans 88 et ils gagnent les élections au premier tour. Le processus électoral est interrompu parce qu'on a la certitude arithmétique de leur victoire au second tour, notamment parce que les oppositions sont incapables de s'unir pour faire un barrage électoral aux islamistes. Quel cas d'école quand la démocratie porte au pouvoir un parti non démocratique? Oui, et vous avez eu en France, notamment à gauche, des gens pour dire on n'arrête pas la démocratie, c'est un scandale d'arrêter la démocratie, c'est pire d'avoir un putsch militaire, parce que c'était un putsch militaire, que d'avoir un camp, fût-il dangereux, qui arrive au pouvoir par les urnes. On a eu cette naïveté-là. Bon, il y a eu d'autres voix, dont celle de Jean-Luc Mélenchon, pour dire il vaut mieux arrêter les élections plutôt que de laisser des gens comme ça arriver au pouvoir. Donc vous voyez, il y avait deux écoles qui correspondent en France à l'opposition entre les Républicains, qui considèrent que la République est au-dessus des modes de scrutin et des processus qui permettent de sauver la République. C'est un modèle très République de l'an 1. La République est au-dessus même de ceux qui, par le peuple, pourraient voter pour. On stoppe la démocratie si on a des ennemis de la liberté au pouvoir. Exactement. Pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Oui. Puis d'autres qui disent non, la démocratie est la valeur suprême. Si le peuple décide à 51% d'avoir un dictateur moustachu, un dictateur barbu, un militaire... Et ça, c'est l'Allemagne de Weimar qui a porté Hitler au pouvoir par les voies démocratiquement. légales et par le venin de la proportionnelle. Souvent un mode de scrutin qui apporte beaucoup d'ennuis. Donc de ce point de vue, l'Algérie a été républicaine, si je vous ai bien compris. Mais attention, il y a une dimension qui change quand même un peu la nature de ce débat. C'est la dimension religieuse. Quand vous avez un parti qui s'appuie sur une règle qui n'est pas une constitution décidée par le peuple, mais qui s'appuie sur une loi suprême, c'est-à-dire un livre religieux, ça change quand même la nature du débat. Ce n'est pas le cas dans notre histoire de France, en tout cas pas pour l'instant. Il n'y a pas de partis religieux qui veulent accéder au pouvoir, quelle que soit la religion. Donc on n'a pas exactement la même scission. Comment on sort d'une guerre civile? D'abord, on sort d'une guerre civile par un vainqueur. Et là, il va de soi qu'après des années, ce sont les militaires qui ont gagné. Dans le sang, mais ils ont gagné. Après, on en sort vraiment quand il y a un processus de réconciliation. Sinon, la guerre civile, elle continue de manière larvée et elle peut recommencer n'importe quand. Et ça, c'est très compliqué. Comment vous faites de la concorde nationale? Quelle dose de pardon, d'amnistie? Il n'a pas été fait, ce travail en Algérie? Il a été fait. Il a été fait sur toute une décennie. Il a fini par être fait, même si la situation reste instable, elle n'est plus sur le même principe. Mais regardez pour un exemple qui n'a rien à voir, mais qui est parlant. La guerre de sécession aux États-Unis. Là aussi, il y a eu un vainqueur, le Nord contre le Sud. Ça a été terrible, ça a été une guerre meurtrière. Comment s'est fait le processus de réconciliation? Par le développement économique, par la prospérité de chacun, par une sorte de tsunami d'ambition économique et de développement du pays qui fait que les plaies ont cicatrisé plus vite. C'est peut-être ça aussi qu'il faudrait à l'Algérie. Et ça, Kader Abderrahim, c'est la plaie, on dit, du pétrole, c'est que c'est une industrie qui génère de la corruption et du clientélisme au lieu de générer du développement économique et des start-up et des entreprises et des initiatives privées. Oui, c'est un système qui ne vit que par la rente pétro-gazière.
Et aujourd'hui, on est confronté à une situation où il y a 60% de recettes en moins dans les caisses de l'État parce que les cours du baril sont extrêmement fluctuants. Ils ont baissé depuis 2 ans. Et donc, ça met l'Algérie à nouveau face à ces vieux démons de la violence. Et puis, donc on ne peut plus acheter la paix parce que le pétrole est plus bas, c'est ça? Sinon, le régime en d'autres temps aurait acheté financièrement les leaders de l'opposition. Il y a moins d'argent à distribuer. Voilà. Et donc, on ne peut pas corrompre ni les esprits, ni les élites, ni s'acheter des clientèles. Et donc aujourd'hui, on est confronté toujours à la même équation. Et comme il n'y a pas de projet ou un socle de valeurs communes autour duquel les Algériens pourraient se rassembler, aujourd'hui, on est à nouveau confronté au même débat. C'est ou la violence ou la perspective d'une politique qui évidemment serait une forme d'instabilité au départ, un peu à l'instar de ce qu'on a vécu en Tunisie. Après le départ de Ben Ali, personne ne savait ce vers quoi cela allait conduire. Et je pense que c'est la nature du mouvement islamiste en Tunisie qui a permis cette stabilité, alors qu'en Algérie, c'était un mouvement politique qui était extrêmement pauvre et qui n'a rien apporté, ni sur le plan théologien, ni sur le plan politique. Et on a produit du populisme islamiste en réalité, ce qu'avait produit aussi le FLN. Jean-Dominique Merchet. Oui, moi je voudrais revenir sur ce qui s'est passé dans les années 90, parce que les choses sont moins claires que ce qu'on le croit souvent. On dit que c'est l'armée versus contre les islamistes. En réalité, 200 000 morts. En réalité, il y a toujours des débats extrêmement importants parmi les spécialistes pour savoir ce qui s'est réellement passé, qui générait de la violence. Il y a eu beaucoup d'accusations. Nous n'avons pas les réponses. Il y a eu beaucoup d'accusations de manipulation extrêmement importantes par les services de renseignement algériens, par l'armée algérienne. Le cas des moines de Tibérine, par exemple, que les Français connaissent bien. On sait qui est derrière? Non, réellement, ce massacre? on n'a jamais eu la preuve. Officiellement, on dit que ce sont les islamistes, mais on n'en est pas sûr. Oui, mais des islamistes, qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est très compliqué. Moi, je me souviens très bien qu'à l'époque, en France, il y avait un débat extrêmement vif entre les deux services de renseignement, qui étaient la DST, le service de renseignement intérieur, qui était très lié à la sécurité militaire algérienne, au pouvoir algérien, au pouvoir militaire algérien, et la DGSE, qui avait une lecture totalement différente de ce qui se passait sur le terrain. Et donc, il y a eu en France des débats très importants sur ces questions, parce qu'il y avait des gens qui disaient, qui faisaient confiance au pouvoir algérien, et d'autres qui disaient non, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et ils sont en train de nous embarquer dans une histoire qui n'est pas la nôtre, et soyons prudents. Donc, soyons... Voilà. L'histoire est compliquée, plus complexe en tous les cas que celle qu'on raconte rapidement. Nous n'avons encore pas toutes les clés. Tout de suite, on revient à vos questions. Alors, le président étant malade, qui dirige vraiment l'Algérie? On dit que ce sont les frères de Bouteflika qui sont aussi aux manettes, non? Oui, sans doute, mais c'est un système, Donc, on peut pas absoudre totalement le clan Bouteflika et lui-même, d'abord, de la situation et de l'impasse institutionnelle dans laquelle se trouve aujourd'hui l'Algérie. Et deuxièmement, ce sont des réseaux de clientèle, à la fois dans l'appareil d'État, de hauts fonctionnaires, d'élus. C'est des dizaines de milliers de personnes. Est-ce que l'armée a les clés comme elle l'a en Égypte? Non, ça, je pense que ça aussi, on est tous un peu paresseux, donc on a tendance à reproduire et à répéter toujours la même chose. Il y a aussi de nouveaux acteurs qui ont émergé, ce qu'on appelle les oligarques. Aujourd'hui, si je devais faire une métaphore, je dirais l'Algérie d'aujourd'hui, c'est un peu la Russie de la fin des années Yeltsin. Une situation dans laquelle, en réalité, on est dans le déséquilibre des forces. Plus personne n'est suffisamment fort pour s'imposer à l'autre. Et c'est peut-être ce à quoi il faut prêter attention pour savoir éventuellement sur quel clavier on peut agir. Si Bouteflika se représente, les Algériens peuvent-ils ne pas voter pour lui? Ils n'ont jamais voté. Non, déjà, mais on a le choix de ne pas mettre un bulletin dans l'urne et il n'aura pas 85%. Alors, il faudrait déjà que les Algériens se déplacent pour voter. Moi, j'ai couvert plusieurs élections en Algérie pour France 24. Il n'y avait pas beaucoup de monde dans les urnes et pourtant, le taux de participation était annoncé très élevé. Donc, on n'a pas vraiment on ne sait pas vraiment, on n'a pas les vrais chiffres, mais bien sûr. Quand on annonce un taux de participation de 40% en Kabylie, ça fait doucement rire. Il y a à peine 2% en Kabylie. On a même ramené des bus de gens qui venaient de l'intérieur du pays vers la Kabylie pour voter. Il y avait des images de ça. Donc déjà, il faut avoir les vrais chiffres. Et les Algériens, est-ce qu'ils vont aller voter ou pas voter? Moi, quand j'ai interrogé des Algériens en 2012, ils refusaient déjà de parler face caméra parce qu'ils disaient moi, j'ai déposé un dossier à la mairie pour avoir un logement, j'ai pas envie d'être grillé. Ils refusaient déjà de parler, mais ils nous disaient de toute façon, on n'y croit pas, que ce soit pour les islamistes ou les autres, tout le monde
vole, tout le monde tape dans la caisse, si vous me permettez l'expression. Il y a même une expression algérienne qui dit quand on travaille dans l'industrie du miel, on ne peut pas ne pas goûter. C'est pour ça que tout va se jouer dimanche avec les dépôts de candidature, vous dites, parce que là, les Algériens sauront que les élections sont faites, et c'est pour ça qu'il y a une tension. On apprend d'ailleurs en ce moment qu'il y a des heurts en Algérie entre les policiers et les manifestants, donc vous voyez, la situation se tend un peu. Pourquoi cette nouvelle candidature de Bouteflika? Est-ce qu'il en est... Il est malade, est-ce qu'il est conscient qu'il va faire un 5e mandat? Est-ce qu'on en est à se poser cette question? On peut se la poser légitimement, mais moi j'ai pas de réponse. réponse. Vous n'êtes même pas au courant si ça se trouve? J'ai pas de réponse sur son état de santé réel. La seule chose faite avérée, c'est que pour la première fois, depuis maintenant 4 jours, il est aux hôpitaux universitaires de Genève et non pas à l'hôpital cantonal de Genève où il se fait soigner habituellement. Donc ça veut dire que l'Algérie, juste une parenthèse, vous parliez d'humiliation tout à l'heure, l'Algérie a des médecins mais elle n'a pas d'hôpitaux en capacité de soigner son président? Je ne suis pas sûr que ce soit ça la question. Je crois que c'est une question de confiance parce qu'ils sont aussi dans une paranoïa totale. Et donc, on est dans le mode du complot, de l'empoisonnement éventuel, etc. Et donc, on préfère de toute manière se soigner toujours à l'étranger pour ceux qui peuvent, c'est-à-dire les élites militaires, économiques ou politiques. C'est ce qu'ils font toujours. L'ancien patron de la gendarmerie nationale est mort à Paris et il a été rapatrié. Donc, c'est une tradition aussi. Faire ça on plutôt que ne pas se réveiller. On a moins confiance dans son système de santé, même si on le vante. Comment qualifier le régime politique d'Abdelaziz Bouteflika? Est-ce une république démocratique ou une dictature? Allez, qui veut se lancer? Ce qui était assez drôle, c'est que quand il est arrivé aux affaires en 1999, son prédécesseur, le général Zarouel, avait démissionné brutalement et laissé une situation très très tendue puisqu'il avait dit « je n'ai pas les moyens de diriger ». Et Bouteflika avait dit « je ne serai pas un 3/4 de président ». Et il a fait en sorte, il est le président algérien depuis l'indépendance qui a concentré le plus de pouvoir entre ses mains. Aucun autre avant lui n'avait tous les leviers du pouvoir entre ses mains. Et même son mentor, Houari Boumedienne, ne concentrait pas autant de pouvoir. Il devait composer notamment avec la police politique et l'armée. Et donc, on ne peut pas absoudre Bouteflika de sa responsabilité personnelle pour la situation dans laquelle il laisse l'Algérie. Comment se positionne la jeunesse algérienne et quelles sont ses aspirations? Myriam Amellal, elle est... C'est une question compliquée. Les aspirations, c'est de tourner la page, c'est d'aller de l'avant. On a obtenu notre indépendance, nos parents ou nos grands-parents se sont battus pour cette indépendance. Le développement économique aujourd'hui, peut-être? Oui, c'est pouvoir vivre dans ce pays, c'est un paradis. On pourrait tout avoir, vous avez parlé du pétrole, il y a toutes ces richesses, il y a le tourisme qu'on pourrait développer, il y a l'agriculture, rien n'est développé. On ne vit que par le pétrole, par ces richesses-là. Il y a toute cette possibilité de développement et rien derrière. Et je pense que c'est un peuple, c'est une jeunesse, c'est une génération qui a envie de construire, qui a envie concrètement de construire cette Algérie et d'y vivre. L'opposition a-t-elle droit à la parole en Algérie? Peut-elle s'exprimer à travers les médias? Surprenant de voir El Watan dire des choses très libres, non? Alors la presse écrite en Algérie, dite indépendante, a toujours arraché. C'était une bataille aussi après octobre 88 et la parenthèse démocratique 89-91, a arraché des espaces de liberté qui sont régulièrement grignotés par le pouvoir, ce qui n'est pas le cas des médias audiovisuels. On a vu ce qui s'est passé la semaine dernière à la radio publique avec la démission d'une rédactrice en chef qui ne voulait plus et qui n'acceptait plus qu'on fasse l'impasse sur une information aussi évidente que celle-là. Alors parce que la télé officielle ne parlait pas des manifestations. Absolument pas. Ça a évolué dans le courant de cette semaine, mais il y a eu une tentative de contrôler. Ce qui en dit là aussi long sur la psyché de ceux qui gouvernent. Ils ne comprennent pas peut-être qu'aujourd'hui, tout le monde a les moyens de s'informer et de multiplier les sources d'information. Il suffit sur Internet de regarder par exemple. France 5 en ce moment, et boum, on a l'information, non? Oui, absolument. Puisqu'il y a Internet, tout fonctionne. Toutes les vidéos qu'on reçoit, ça vient des réseaux sociaux, de Facebook. Il y a eu des Facebook Live aujourd'hui, des manifestations. Compliqué pour ceux de contenir, de verrouiller l'information aujourd'hui. Maintenant. On peut plus. Impossible. Peut-être en Corée du Nord, mais difficile ailleurs. Existe-t-il un véritable contre-pouvoir en Algérie? Alors vous le disiez, Kader Abderrahim, il a concentré tous les pouvoirs, mais il va peut-être apparaître maintenant ce contre-pouvoir. Déjà dans la rue, il y a cette jeunesse. Oui, mais encore faut-il que ces revendications, que cette mobilisation soit relayée politiquement, parce que pour le moment, c'est vrai qu'on essaye de faire pression par cette mobilisation
jour après jour. Il n'y a pas de figure qui émerge là ? Pour le moment, non, mais il y a des personnalités. Je pense à un ancien premier. Je pense que la solution pour maintenir la paix civile, c'est une solution qui viendra de l'intérieur du système. Il ne faut pas se faire d'illusions à ce stade. Il y a des personnalités comme l'ancien Premier ministre Ali Benflis, qui est un homme intègre, ancien ministre de la Justice, qui est assez apprécié, qui pourrait constituer une alternative, ou l'ancien général Ali Ghediri, qui est lui aussi candidat à l'élection présidentielle. Donc il n'y a pas de menace parce que ce sont des hommes du sérail et ils pourraient constituer une alternative à court terme. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h15. On se donne rendez-vous demain à la même heure pour un nouveau C'est dans l'air. Merci de votre fidélité. Bonne soirée sur France 5. À suivre, c'est à vous.